L'hybridation des espèces, qu'elles soient végétales ou animales, est souvent perçue comme un phénomène contre nature. Elle va à l'encontre de notre classement du vivant en espèces distinctes. Peu étudiées, peu récoltées dans les herbiers, peu recensées, les hybrides sont un peu boudés par le monde scientifique. Et pourtant, l'hybridation est aujourd'hui considérée comme l'un des grands moteurs de l'évolution. Bonne ou mauvaise, éclair de génie ou menace, on s'intéresse au phénomène de l'hybridation dans Genève Grandeur Nature. Hybride, un mot qu'on entend souvent aujourd'hui au sujet de voitures, mais il désigne avant tout le résultat d'un croisement entre deux espèces. Du latin hybrida, bâtard, de sang mêlé, mais à l'orthographe empruntée du grec hubris qui symbolise la violence ou la démesure, le mot hybride véhicule un cortège d'a priori plutôt négatif. Un des buts de chaque espèce est de préserver ses limites, son patrimoine génétique. Donc tout ce qui est mutation ou hybridation, c'est un peu des erreurs de parcours. Ça crée quelque chose qui est moins performant, quelque chose qui n'est pas viable, mais peut-être une fois sur 100, il y a une nouvelle combinaison qui surgit, qui répond mieux à un environnement, par exemple un environnement qui change et donc qui sera sélectionné. La création de nouvelles espèces par hybridation participe à la diversité que nous rencontrons aujourd'hui. On pense que la plupart des plantes qu'on voit à l'heure actuelle ont quelque part dans leur histoire évolutive eu des événements d'hybridation. Et typiquement dans les plantes les moins évoluées, donc les fougères, les prêles, ce qu'on appelle les ptéridophytes, on observe quand on compte le nombre de chromosomes, on observe que c'est les plantes qui ont les nombres chromosomiques les plus élevés en absolu. Et d'où vient un nombre chromosomique si élevé? C'est typiquement une signature, une trace de hybridation qui sont arrivées dans le passé. S'il ne fait aucun doute qu'hybridation et évolution sont étroitement liées, le phénomène n'est pas toujours perçu de manière positive. Lorsque deux espèces s'hybrident, cela peut parfois être au détriment de l'un des deux parents. La conservation de l'espèce est alors en jeu. Ici, on est en présence de deux espèces de potentilles. À ma droite, on a Potentilla alba et à ma gauche, Potentilla sterilis. On s'attarde un tout petit peu plus sur Potentilla alba. C'est une espèce qui est relativement rare en Suisse, elle est vulnérable et à Genève, elle est même classée comme en danger critique d'extinction. Ici, on est au Bois de Baie et c'est la seule station de cette espèce-là. Il n'y en a nulle part ailleurs à Genève. Et malheureusement, elle a la fâcheuse tendance de s'hybrider avec Potentilla sterilis, donc cette espèce-là. Il peut y avoir certains problèmes avec ça, lorsqu'on essaye de maintenir une espèce, de la conserver, et qu'elle s'hybride avec d'autres. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé ici. Donc on retrouve un petit peu partout de la Potentilla sterilis, et l'hybride ici, qui est en fait un intermédiaire au niveau morphologique entre Potentilla alba et Potentilla sterilis. Avec 5 folioles comme Potentilla alba, mais des feuilles découpées comme Potentilla sterilis, l'hybride présente des caractéristiques de ses deux parents. La présence de cet hybride, pour nous, elle ne nous arrange pas beaucoup parce que on souhaiterait pouvoir garder cette unique population de Potentilla alba comme telle, à des buts conservatoires, parce qu'elle est menacée donc à l'échelle du bassin genevois, mais également en Suisse. Donc pour nous, c'est très important de garder cette population pure. Il suffit de quelques générations seulement pour que l'hybride prenne le dessus. On arrive à un phénomène qu'on appelle extinction par hybridation, où on a l'espèce fréquente qui finalement englobe l'espèce sauvage rare. Et ça, c'est clair que du point de vue de la conservation de la nature, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop. Cela montre toute l'ambiguïté de l'hybridation, créatrice de nouvelles espèces, mais aussi responsable de l'extinction d'autres espèces. Si le phénomène existe depuis toujours, il est aujourd'hui amplifié par l'activité humaine. On sait que l'hybridation, souvent, c'est une conséquence du dérangement d'un milieu. Quand une île volcanique surgit au milieu d'un océan, un lac se forme, c'est un écosystème nouveau, vierge, qui est colonisable, avec beaucoup de niches écologiques différentes. Dans l'histoire de la Terre, on sait que dans ces milieux, l'hybridation a explosé et ça a créé une diversité
incroyables si on pense aux poissons dans les grands lacs africains, mais aussi les Alpes. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de nos plantes alpines, elles ont une origine hybride et que ce mécanisme-là a permis aux plantes de se diversifier, d'occuper toutes ces niches écologiques différentes. Ce qu'on a aujourd'hui, moi je suis convaincu, à cause aussi de grands changements que l'être humain est en train de créer sur la Terre, changement climatique, mais aussi le dérangement des sols, l'urbanisation, l'agriculture, on est dans une phase où l'hybridation augmente, où on observe, où il y a plus de phénomènes d'hybridation. On met ensemble des espèces qui viennent de loin, on crée des situations qui sont propices à l'hybridation. Et pas besoin d'aller bien loin pour trouver un exemple qui illustre parfaitement la problématique. Les jardins botaniques sont un terrain favorable à l'hybridation, mais heureusement sous surveillance. Un jardin botanique avec ici à Genève 14 000 espèces sur 18 hectares, c'est très artificiel et il y a beaucoup des plantes qui sont très proches, qui normalement ne se voient pas du tout, donc qui poussent dans des différents milieux, qui sont séparés géographiquement, donc il y a un risque élevé d'hybridation. Et ça c'est très connu et les jardiniers ils sont formés de faire attention, de veiller un peu des hybrides qui apparaissent et après faire des décisions, qu'est-ce qu'on fait s'il y a un hybride qui s'installe. Certains hybrides qui se sont avérés envahissants se sont échappés des jardins botaniques par le passé. Pour éviter leur apparition, les jardiniers espacent les espèces qui ont tendance à s'hybrider et surveillent attentivement les collections, avec parfois des surprises à la clé. Cet hybride est apparu spontanément. On a remarqué que cette plante n'était pas connue aux collections des jardins botaniques et donc il y a eu une étude génétique et on a découvert qu'effectivement c'était une hybride et la plante mère se trouve juste quelques mètres à côté et le père en fait il poussait l'autre côté du mur dans le talus de voies ferroviaires. C'est vraiment un hybride d'une plante commune, sauvage et une plante dans les collections des jardins botaniques. Issu d'une mère aux fleurs jaunes et d'un père aux fleurs violettes, avec ses fleurs rouges, l'hybride est un doux mélange de ses deux parents. Ici, pas de risque de dispersion car la plante est stérile. Cette plante, elle produit des graines mais elles sont vides. Donc il n'y a pas de risque que cet hybride s'installe ou se spontanise. Il va rester ici, il est pérenne et c'est comme ça, c'est aussi un exemple du problématique d'hybridation dans les jardins botaniques, dans les collections ici. Et on a mis cette joli panneau pour expliquer ce cas qui est quand même assez impressionnant. L'hybridation spontanée qui se produit dans les jardins botaniques peut également concerner nos jardins ou nos cultures. L'introduction par mégarde d'une espèce exotique ou d'une espèce domestique dans le milieu naturel peut conduire à la disparition d'espèces sauvages indigènes. Si on introduit une espèce fréquente, peut-être une espèce domestique, très sélectionnée, très pauvre génétiquement, et cette espèce commence à s'hybrider avec une rareté, avec une espèce rare qui est sauvage. Dans quelques générations, ce qui arrive, c'est que l'espèce sauvage elle va être assimilée par l'espèce fréquente. Et si c'est une espèce domestique qui est très répandue dans le monde entier, ça produit un appauvrissement de la biodiversité parce qu'il y a de la diversité génétique qui disparaît. Une fois qu'elle a disparu, c'est pour toujours. Et cette idée est valable tant pour les plantes que les animaux. De retour dans le canton de Genève depuis 2017, le chat sylvestre pourrait être menacé par des rencontres régulières avec des chats domestiques. Tamara effectue un suivi des populations dans les grands bois de Satigny. Toutes les 2 semaines, elle récolte les poils laissés par les petits félins pour des analyses génétiques. Le seul moyen de distinguer un chat sylvestre d'un hybride. Donc là, c'est très encourageant parce que j'ai trouvé une belle touffe de poils. Donc on aura son ADN grâce aux analyses, mais aussi on pourra savoir à quoi il ressemble grâce à notre piège photo qu'on a positionné axé sur la latte. Si ces poils sont de l'espèce chat sauvage à 100%, c'est plutôt encourageant. Par contre, s'il y a de l'hybridation avec des chats domestiques, ça peut poser problème. Parce que si ça continue et ces hybridations augmentent, le chat sauvage risque de disparaître et ne plus faire partie de notre territoire. Tamara analyse d'abord les images fournies par les pièges photos. Je prends des notes de tout ce que je vois et j'ai pu constater de la phénologie uniquement 8 chats, on va dire sauvages, vu qu'on ne sait pas encore, différents. Et à peu près 5 chats domestiques vraiment bien distincts, qui soient noirs, blancs, roux, enfin on voyait vraiment que c'était des chats domestiques. Mais sur photo, il est presque impossible de distinguer un chat sylvestre d'un chat hybride. Des analyses génétiques sont obligatoires.
Les analyses qui ont lieu jusqu'à aujourd'hui sont très rassurantes parce que la majorité des chats qui paraissent sauvages le sont, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Toutefois, il y a quand même 2 individus qui ont été identifiés comme hybrides, malgré qu'ils semblaient sauvages avec nos photos. Donc c'est quand même un phénomène qui est présent, qu'il faut surveiller et qu'il faut essayer de limiter au possible. Si le phénomène d'hybridation entre le chat sauvage et le chat domestique s'intensifie, il suffira de quelques générations seulement pour que le chat sylvestre disparaisse de notre paysage. Pour préserver ce petit félin à la queue touffue, il faut éviter qu'il croise de trop près son cousin domestique. Je ferai 2 recommandations pour la conservation du chat sylvestre. La première, c'est vraiment une recommandation générale pour le bien-être des chats. Donc c'est vraiment stériliser les chats pour éviter un surplus de chatons qui risque d'être euthanasiés. Et cette mesure peut bénéficier indirectement aux chats sylvestres. Et une seconde recommandation, c'est si les personnes ont des chats non stérilisés, vraiment éviter qu'ils courent à proximité des forêts ou dans les forêts où le chat sylvestre peut être présent. Le jeu de l'hybridation existe et fait partie de la nature depuis toujours. Mais nous avons aujourd'hui une part de responsabilité. L'être humain aujourd'hui, avec tous les changements qu'il est en train d'amener, changement climatique, changement d'utilisation des sols, etc., on se retrouve de nouveau dans une situation un peu cataclysmique. La grande différence, c'est que ces changements, ils surgissent, ils arrivent à une grande vitesse. Est-ce que la nature, l'évolution de la biodiversité, elle est capable de suivre? C'est une question qu'on a tendance à répondre au négatif parce qu'on voit aussi que le taux d'extinction à l'heure actuelle des espèces sauvages, il est beaucoup plus rapide par rapport au taux évolutif de création de nouvelles espèces. Donc la réponse, elle est claire. L'être humain est un problème pour la biodiversité, même si, à travers ses activités, il crée des situations qui sont propices à l'hybridation. Conserver les espèces que nous connaissons serait déjà un bon début pour limiter notre impact sur la nature. Laissons-lui le temps de s'adapter et d'évoluer à son rythme, comme elle le fait depuis des centaines de millions d'années. Et maintenant, si on sortait grandeur nature? Chaque mois, le portail dansmanature.ch vous emmène dans la nature. En mai, on vous présente l'orchis singe. Cette belle plante qui fleurit en ce moment appartient à la grande famille des orchidées, dont plus d'une trentaine d'espèces poussent à Genève. L'orchis singe tient son nom de la forme de ses fleurs qui font comme une ribambelle de petits singes suspendus en grappe. On peut l'apercevoir par exemple à la réserve naturelle du Nant de Borba et des Picolates. Où aller, que voir, que faire? Pour découvrir la nature à Genève, je me retrouve dans ma nature.